Madame, Monsieur, bienvenue dans Vox News, votre rendez-vous quotidien de l'actualité. Je suis Fanny Wegscheider. Les informations à la une de ce mardi 11 avril 2017. Moins de 24 heures après un attentat à la voiture piégée à Mogadiscio, la capitale somalienne a de nouveau été frappée par un kamikaze qui a attaqué un camp militaire. En Gambie, près de 150 personnes ont marché pour demander justice, 17 ans après la mort de 14 personnes en 2000 sous l'autorité de l'ancien président Yahya Jammeh. Et enfin, en Afrique du Sud, le rapport qui aurait influencé le limogeage de l'ancien ministre des Finances serait douteux selon l'opposition. Une enquête est ouverte. Bonsoir à tous. La capitale somalienne Mogadiscio vient de nouveau d'être attaquée par des islamistes Chebab. Moins de 24 heures après un attentat à la voiture piégée qui a visé le nouveau chef de l'armée et qui a fait 10 morts, c'est cette fois-ci un kamikaze qui a attaqué un camp militaire lundi. L'assaillant déguisé en soldat est entré dans la base avant de tirer sur des militaires puis d'actionner sa charge d'explosifs. Aucun bilan officiel n'a encore été fourni, mais l'armée somalienne fait état de 3 militaires tués et de plusieurs autres blessés. Les Chebab qui ont revendiqué l'attentat suicide se sont eux félicités de, je cite, la mort d'une vingtaine de conscrits et de leurs instructeurs. Cette deuxième attaque de l'armée en 2 jours apparaît comme une réponse à la menace de guerre lancée la semaine dernière aux Chebab par le président somalien. Mohamed Abdullahi Mohamed, qui en parallèle avait également annoncé une série de nominations dans la police ainsi qu'à la tête de l'armée pour mettre fin aux exactions des islamistes. La page du règne de Yahya Jammeh semble bel et bien tournée en Gambie. Preuve en sont l'élection récente d'un président issu de l'opposition et la victoire du Parti démocratique unifié aux législatives de jeudi dernier. Un autre événement s'ajoute à la liste, la tenue d'une manifestation autorisée ce mardi. Près de 150 personnes ont marché à Serekunda pour demander justice, 17 ans après la mort de 14 personnes les 10 et 11 avril 2000. Les forces de sécurité sous l'autorité de l'ancien président Yahya Jammeh avaient violemment réprimé des manifestations d'étudiants qui protestaient près de Banjul après la mort d'un jeune lycéen tué par des pompiers de Brikama et le viol présumé d'une fillette par les forces de sécurité sans qu'aucun responsable ne soit jugé. Les proches des victimes qui ont battu le pavé ce 11 avril 2017 aux côtés d'écoliers et même du ministre de la Jeunesse ont enfin pu briser le silence qui leur était alors imposé. Ils espèrent qu'avec le vent de changement qui souffle sur la Gambie, justice leur sera enfin faite, avec la réouverture notamment du dossier et les jugements des responsables. Je veux que le nouveau gouvernement m'aide car je n'ai pas pu terminer mon traitement. Je n'ai pas pu le terminer, donc je suis ici pour réclamer de l'aide pour ma santé et pour la justice. Quand on parle de réconciliation et de justice pour le peuple, voilà de quoi nous parlons. Il faut que l'on sache ce qui s'est réellement passé. Nous devons connaître les responsables et voir comment nous pouvons en tirer des leçons et aller de l'avant. Nous plaçons beaucoup d'espoir dans ce gouvernement parce que c'est un gouvernement qui a été élu de façon démocratique. Donc, nous plaçons beaucoup d'espoir en lui et on espère qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour rendre la justice aux victimes et à leurs familles. C'est la première fois que nous pouvons manifester depuis les événements en 2000. C'est un symbole de justice. La Gambie est enfin libre et les gens peuvent exprimer leurs sentiments et leurs demandes. Et la situation est quant à elle différente au Niger. Les étudiants qui ont manifesté pour réclamer de meilleures conditions de vie et d'études ont violemment été neutralisés. Le ministre de l'Enseignement supérieur a annoncé lundi la fermeture du plus grand campus de Niamey. Mohamed Ben Omar jugeant les agissements des manifestants graves et inacceptables. De violentes échauffourées ont eu lieu avec les forces de l'ordre qui ont fait usage de grenades lacrymogènes pour disperser les manifestants. Ceux-ci avaient alors riposté par des jets de pierre. L'Union des scolaires nigérians déplore un mort et plus de 20 blessés côté étudiants. Et nous avons été victimes d'agressions hier par le gouvernement en place dans ce pays. Nous avons été martyrisés. Nous avons perdu un de nos camarades sous les gaz lacrymogènes de la police. Nous avons lancé ce mot d'ordre et aujourd'hui ce mot d'ordre est en exécution. Nos camarades ont été arrêtés, sont présentement au niveau de la police nationale. Certains sont grièvement blessés. Nos camarades filles qui ont été victimes de viols, je suis vraiment désolé. C'est quelque chose qui m'écoeure et ça m'émeut quand je tiens ce micro pour en parler.
Manifestation réprimée également au Tchad, où une dizaine de membres du mouvement IINA, qui signifie « On est fatigué » en arabe tchadien, ont été arrêtés. Les protestataires ont été interpellés lundi dans les locaux de la Bourse du Travail à N'Djamena, où ils tenaient une journée de manifestation. Jeudi dernier, le porte-parole d'IINA avait déjà été arrêté à son domicile. Les membres du mouvement étaient rassemblés pour dénoncer la mauvaise gouvernance, l'impunité et l'humiliation. La police précise avoir d'abord tenté de disperser la manifestation interdite par le gouvernement avant de procéder à des arrestations. Dans le Nigeria voisin, l'affaire de corruption supposée de Shell et d'Eni connaît de nouveaux développements. L'organisation non gouvernementale de lutte contre la corruption, Global Witness, déclare s'être procuré des emails très explicites. L'ONG britannique affirme que Shell a sciemment participé à des pots de vin. La compagnie aurait su que l'argent versé pour l'acquisition d'un gros contrat pétrolier n'irait pas au gouvernement nigérian, mais à des individus. Les emails en question démontreraient que la direction du groupe Shell négociait depuis 2010 avec l'ancien ministre nigérian du pétrole et homme d'affaires Dan Etete. Dans l'une des correspondances, un employé du groupe pétrolier déclare même que Shell est parfaitement conscient qu'il lui est demandé de verser des commissions occultes. Selon Global Witness, Shell et Eni auraient payé plus d'$1 milliard de dessous de table pour remporter le contrat, l'équivalent actuel de près de 620 milliards de francs CFA et de 940 millions d'euros. Les deux géants pétroliers ont été inculpés début mars pour corruption par la justice du Nigeria. La commission des crimes économiques et financiers soupçonne aussi Dan Etete ainsi que l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan d'être impliqués. Restons en Afrique de l'Ouest où un monopole vient d'être brisé en Côte d'Ivoire. Le secteur de la brasserie ivoirienne était détenu depuis 50 ans par Castel. Le groupe viticole français, qui est très implanté en Afrique francophone, devra désormais faire avec la présence dans le pays de Heineken. Le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan et son premier ministre Adamou Gon Coulibaly ont récemment inauguré la nouvelle usine Brassivoire, située dans la nouvelle zone industrielle au nord d'Abidjan. Détenue à 51% par le néerlandais Heineken et à 49% par le groupe franco-japonais CFAO, l'unité de progression ultramoderne ambitionne de produire près de 60% des 2 700 000 hectolitres d'alcool d'un marché ivoirien jugé attractif. Depuis son démarrage, Brassivoire emploie déjà 200 personnes. On a identifié en Côte d'Ivoire un projet vraiment intéressant parce que c'est un projet dans une économie en pleine croissance qui se rapproche de l'émergence jour après jour et une croissance d'environ 8% par an, ce qui est quand même énorme pour une économie de la région subsaharienne. On avait prévu de démarrer une deuxième ligne de production dans quelques années. On est obligé de le faire cette année. On est obligé d'installer une deuxième ligne, de doubler notre capacité parce qu'il y a un fort engouement, un fort attrait pour ce produit. Le nom, la recette, tout est vraiment conçu ici, marqué par le sceau du besoin, du désir d'avoir une bière emblématique du pays. Le continent africain dans son ensemble ne cesse d'attirer les investissements internationaux. Les politiques du monde entier montrent eux aussi de plus en plus d'intérêt envers ces pays. Le président français François Hollande l'a confirmé lors de la visite en France ce mardi de son homologue guinéen Alpha Condé, qui préside également l'Union africaine. Et tout un symbole, la France s'habille aux couleurs guinéennes, une première depuis Sékou Touré. De toutes les colonies, anciennes colonies françaises, c'est la Guinée qui avait le plus d'avenir, tant sur le plan agricole que sur le plan développement industriel. Donc on doit se poser la question pourquoi la Guinée n'a pas répondu à cette histoire, parce que je disais qu'à la fin dans les années 57, la Guinée était plus avancée que la Côte d'Ivoire dans le domaine de l'agriculture. Donc c'est les péripéties de l'histoire. Mais enfin, je pense que depuis quelques années, la Guinée a repris sa marche en avant. Et j'ai toujours su compter sur mon ami François, avant qu'il soit président, quand il était à la tête du Parti socialiste, parce que l'International socialiste nous a beaucoup accompagnés, ensuite en tant que président. Et je crois que sa présidence a beaucoup renforcé. Et surtout, les Africains sont très reconnaissants au président Hollande pour tout ce qu'il a fait pour l'Afrique, parce qu'il a montré qu'il n'avait pas un agenda personnel, mais surtout, il voulait renforcer les relations et surtout respecter. Parce qu'aujourd'hui, la Guinée a repris sa marche en avant, bien sûr, avec beaucoup de difficultés, parce qu'il a fallu d'abord qu'on se sorte du PPT, vous savez, les contraintes,
nous avons fini, mais nous devons encore signer notre accord avec le Fonds monétaire. Nous comptons sur l'appui de la France afin que nous ayons un accord qui puisse permettre quand même à la Guinée d'avoir accès à des crédits non concessionnels qui peuvent nous permettre de nous développer. Le président guinéen est arrivé lundi 10 avril pour une visite au pas de course avec des rencontres prévues à l'Assemblée nationale, au Sénat, à l'Hôtel des Invalides et à différents ministères comme celui de l'économie et des finances de Michel Sapin. J'accueille aujourd'hui le président de la Guinée, Alpha Condé, pour une visite d'État. C'est la première dans l'histoire de nos deux pays que nous pouvons avoir cette réception à la hauteur de ce qu'est l'histoire. L'histoire, elle a été tumultueuse. Chacun ici se souvient, 1958, puis après même rupture des relations diplomatiques pendant des années. Puis il y a eu, heureusement, la reconstruction. Et Alpha Condé a été un élément déterminant pour que nous puissions avoir entre la France et la Guinée cette amitié renouvelée. Et cette visite d'État en est le symbole. Et pour ce dernier grand rendez-vous français avant les élections présidentielles qui auront lieu ici même dans 2 semaines, la France a mis les grands moyens. Long tapis rouge jusqu'à l'entrée, distinction rare qu'on accorde exceptionnellement à des chefs d'État étrangers lorsque l'événement est de grande importance. Nous avons travaillé depuis déjà ce matin pour que nous puissions signer un certain nombre d'accords et donner un sens à la relation entre la France et la Guinée. D'abord, nous voulons qu'il y ait de l'exemplarité, et notamment en matière d'énergie renouvelable, la Guinée va être une référence. Ségolène Royal y a beaucoup travaillé, et nous avons fait en sorte que les premiers financements liés à l'accord sur le climat puissent trouver leur traduction, notamment en Guinée. La France va accompagner ce processus avec l'Agence française de développement, car il y a des programmes qui ont été définis ici pour l'eau, pour les infrastructures, pour le développement rural, pour les énergies. 9 accords ont été signés aujourd'hui même ici à l'Élysée. 9 accords, non pas avec le président de l'Union africaine, mais avec le président des Guinées. Une Guinée qui suscite de plus en plus la convoitise de la France. Ce soir, la soirée va continuer avec un dîner d'État offert par le président français à son homologue guinéen. Direction l'Afrique du Sud à présent avec de nouvelles accusations à l'encontre du président Jacob Zuma. L'opposition remet en cause la validité du rapport des renseignements qui aurait servi de base au remaniement ministériel du 30 mars très contesté. Même si l'ANC au pouvoir précise que ce document n'est pas la seule raison du limogeage de l'ancien ministre des Finances Pravin Gordhan, dont la loyauté est remise en cause dans ce document, c'est l'origine du rapport elle-même qui est largement controversée. Julius Malema, le chef du Parti des combattants pour la liberté économique, a été le premier à accuser la riche famille Gupta d'être derrière ce rapport à charge. Le leader de gauche radicale a critiqué un texte, je cite, « mal écrit et peu crédible ». Le parti du mouvement démocratique uni a lui demandé des comptes au ministre de la Sécurité d'État. Après avoir soulevé de nombreuses interrogations en déclarant ne pas encore avoir vu le rapport, le ministre a finalement annoncé dimanche l'ouverture d'une enquête. Traversons à présent la frontière pour parler économie. Le Zimbabwe avait introduit l'an dernier des obligations afin de faciliter la situation de pénurie de trésorerie. Le scénario est en train de se répéter avec un manque encore plus criant d'argent en espèces. De longues files d'attente se sont réapparues devant la plupart des banques. Pour les économistes, c'est la conséquence du marché noir puisqu'aucune espèce n'est disponible dans le circuit bancaire. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Mike Bima, a déclaré travailler avec la Banque centrale pour un retour à une situation normale. Malgré ses problèmes économiques, le président Robert Mugabe a déclaré aux sympathisants de son parti, la ZANU-PF, qu'il était confiant sur un redressement de l'économie. Actuellement, le Zimbabwe utilise le dollar américain comme monnaie, mais l'année dernière, le pays a introduit des billets d'obligation, une devise de substitution qui équivaut aux dollars américains. Les Nations Unies rapportent qu'au moins 16 personnes seraient mortes au Soudan du Sud suite à des affrontements lundi. Les combats ont eu lieu au nord-ouest du pays, à Wao. Des témoins décrivent des miliciens des forces gouvernementales qui fouillent des habitations à la recherche de personnes ciblées sur des critères ethniques.
Les assaillants appartiendraient à l'ethnie majoritaire Dinka, celle du président Salva Kiir. De son côté, un porte-parole de l'armée dément l'hypothèse du nettoyage ethnique. Pour le colonel Santo Dominique Scholl, les violences seraient liées à une mutinerie de soldats à la prison de Wao. Autre version, celle de la MINUS. La mission de l'ONU au Soudan parle, elle, de combats entre forces gouvernementales et rebelles. Quoi qu'il en soit, près de 3000 habitants ont fui ces affrontements et ont afflué dans un camp de déplacés près de la cathédrale de Wao. Et vendredi, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés rapportait d'autres violences, celles commises dans la ville de Pajok, d'où plus de 6000 personnes ont fui la semaine dernière en direction de l'Ouganda. Les réfugiés racontent l'exécution de civils par des forces gouvernementales. Moi, je n'y retournerai pas. Parce que j'ai vu de mes propres yeux, je n'y retournerai pas. Je préfère mourir quelque part en enfer plutôt qu'au Soudan du Sud. Quand j'ai entendu les coups de fusil dans la communauté, j'ai compris que c'était grave. Et quand on m'a dit que 3 civils avaient été tués, j'ai juste pensé à quitter ma maison et fuir pour trouver un refuge. Ce n'était pas facile parce que j'avais des soldats à l'ouest qui étaient déjà venus dans les communautés à partir de la route principale. J'avais aussi des soldats sur ma droite, à l'est, ceux qui étaient venus par la brousse. Donc ce n'était pas facile, mais grâce à Dieu, j'y suis arrivé. Toujours en Ouganda, une activiste des droits de l'homme a été inculpée lundi par un tribunal de Kampala. Stella Nyanzi est accusée de harcèlement et d'outrage envers le président Yoweri Museveni. L'universitaire de 42 ans est connue du public ougandais pour ses commentaires souvent très crus et postés sur les réseaux sociaux et qui visent notamment la ministre de l'Éducation, qui n'est autre que l'épouse du chef de l'État. Mais ce n'est pas pour ses attaques contre Janet Museveni que la militante a été inculpée cette fois-ci, mais pour des commentaires envers le président qu'elle a entre autres comparé dans un post du 28 janvier à une paire de fesses. Elle avait récemment multiplié ses attaques auprès du gouvernement à renoncer à fournir gratuitement des serviettes hygiéniques aux filles scolarisées malgré une promesse de campagne électorale. Le tribunal a ordonné le maintien en détention de Mme Nyanzi, arrêtée vendredi soir. Ses avocats comptent prochainement demander sa remise en liberté provisoire. Ce régime a offensé ce pays. Je veux bien prendre la responsabilité de la folie. Je veux bien prendre la responsabilité d'avoir dit la vérité, si c'est la seule fois que le peuple d'Ouganda reproche ses offenses au régime. Et donc, oui, j'ai beaucoup écrit, votre honneur, sur ceux qui nous dirigent, les lois de la famille, votre honneur, sur le népotisme, des sujets offensants pour ceux qui offensent cette nation. Cependant, votre honneur, je ne suis pas coupable de dialogue offensant. L'État a voulu mettre Stella dans un institut psychiatrique pour un examen de ses aptitudes mentales. Il pensait que ça devait intervenir avant toute plaidoirie. Nous avons émis une objection et le tribunal a conseillé de plaider coupable, ce qu'elle a fait, mais le tribunal l'a renvoyée en prison jusqu'au 25 de ce mois. Direction l'Afrique du Nord à présent, où le Maroc a accueilli du 6 au 9 avril l'Ibrahim Governance Weekend. Chaque année, des personnalités politiques et du monde des affaires se réunissent pour le week-end de la Fondation Mo Ibrahim. Objectif, identifier les enjeux politiques clés du continent. C'est à Marrakech que l'événement a célébré cette année son 10e anniversaire. Le philanthrope et milliardaire anglo-soudanais Mo Ibrahim a fustigé vendredi la corruption en Afrique. Pour l'ancien magnat des télécommunications, les politiciens africains ne sont pas les seuls responsables de la situation sur le continent. Ils auraient, je cite, des complices. Mo Ibrahim a notamment pointé du doigt le rôle de la France. Parmi les participants au forum étaient présents le milliardaire nigérian Aliko Dangote, l'ancien secrétaire général de l'ONU Kofi Annan, le patron de la Banque africaine de développement Akinwumi Adesina ou encore l'ancien président allemand Horst Köhler. Et l'événement s'est déroulé en musique avec les prestations des musiciens engagés Hugh Masekela, Angélique Kidjo ou encore Youssou N'Dour. Le chanteur et homme politique sénégalais s'est notamment félicité, lui, des grandes avancées qu'a connues l'Afrique en matière de bonne gouvernance et de démocratie. Pour chaque dirigeant africain corrompu, il y a une douzaine d'hommes d'affaires corrompus. Parlez-vous de ces hommes d'affaires corrompus ? Vous avez introduit des lois anticorruption en France il y a environ 16 ou 17 ans. Combien de cas de corruption ont été portés devant la Cour française pour corruption en Afrique ? 0. Les leaders africains se corrompent-ils tout seuls ? Après la prière du matin, j'ai vu 2 kamikazes près de la boutique. Je leur ai demandé ce qu'elles faisaient ici. Avant qu'elles ne me parlent, la dame a pointé la bombe et les gens ont commencé à courir.
Nous nous sommes beaucoup améliorés. La démocratie s'est approfondie dans de nombreux pays. Nous voyons une réponse des gouvernants, des institutions plus solides. Ce n'est pas suffisant, mais ça va dans la bonne direction. Les gens n'acceptent plus que les gens ils exagèrent au pouvoir au-delà même des choses tracées au niveau de la Constitution. Donc les populations ont repris leur pouvoir. C'est ce qui amène aussi les leaders à faire plus propre, à faire de la bonne gouvernance pour être réélus ou pour être supportés par les populations. À l'international, la version britannique de la prestigieuse revue de mode Vogue changera de rédacteur en chef. Le 1er août 2017, c'est le Ghanéen d'origine Edward Enninful qui remplacera Alexandra Schulman, qui a quitté, elle, la rédaction en janvier, après 25 années au sein du titre. Monsieur Enninful est le premier homme à occuper un tel poste chez Vogue UK. Il en est aussi surtout le premier rédacteur en chef afro-descendant. Le signal est donc d'autant plus fort que la rédaction du magazine est réputée pour son conservatisme. Mais Edward Enninful mérite ses galons. Cette figure de la mode anglo-saxonne a fait ses débuts à 16 ans en tant que mannequin. Il devient ensuite styliste pour le magazine Heidi, ce qui fait de lui le plus jeune rédacteur en mode d'une publication internationale. C'est à cette époque qu'il noue des liens très forts avec de nombreuses personnalités du milieu de la mode, comme les top modèles Kate Moss et Naomi Campbell. Il collabore ensuite à plusieurs séries de mode du Vogue italien. Puis en 2011, il se concentre sur sa nouvelle mission de directeur de la mode et du style au magazine W. Son succès fait même qu'en 2016, il est fait officier de l'Ordre de l'Empire britannique. Un mot de sport à présent. Après leur double succès au dernier marathon de Paris, le couple kényan vainqueur est arrivé à l'aéroport de Nairobi. Paul Lonyangata a couru les 42 km 195 en 2 h 6 minutes et 10 secondes et son épouse Purity Rionoripo en 2 h 20 minutes et 55 secondes. Que les Kenyans remportent un marathon n'est pas une surprise, mais en couple, c'est bien une première. Sous la banderole en bas de l'avenue Foch, baigné d'un soleil généreux, Paul Lonyangata a été le premier à savourer son succès. À 24 ans, il a confirmé qu'il avait l'étoffe d'un futur grand sur la distance du marathon. Quant à sa longiligne épouse, elle a amélioré son ancienne marque de près de 4 minutes pour établir dans la Ville Lumière un nouveau record de l'épreuve. On est très heureux parce qu'on ne s'attendait pas à gagner ensemble, mais c'est ce que Dieu a décidé. On est très heureux. Je me sens très bien parce que c'était un moment très heureux pour nous. On a remporté le marathon de Paris en famille, donc c'était vraiment un moment heureux. Lorsqu'on s'entraînait pour le marathon, on se disait qu'il fallait qu'on travaille dur et qu'avec ça, on finirait vainqueur avec l'aide de Dieu. Si on nous demande de rejoindre l'équipe kenyane, on travaillera dur. Peut-être qu'on remportera des médailles d'or. Et toujours du sport pour refermer ce journal avec la 26e édition du Tour cycliste international du Togo qui a débuté ce mardi par la première étape. Cette étape longue de 150 km entre Lomé et Dagny a été remportée par l'Ivoirien Isiaka Cissé. 80 cyclistes de 12 pays ont pris le départ de la course longue de plus de 1000 km, dont 611 km de course effective. Écoutons quelques cyclistes, ainsi que le promoteur du Tour, François Ducreux, rencontré ce mardi peu avant le départ par notre envoyé spécial sur le Tour, Noël Tadénion. Nous sommes venus, je dis nous parce que c'est toute l'équipe qui va travailler. Nous sommes venus avec l'objectif de gagner des étapes et le maillot jaune. Donc, mais à défaut de gagner le maillot jaune, nous allons tout faire pour avoir des étapes quand même. Bon, nos ambitions, c'est, vous savez que le Burkina a toujours gagné le Tour du Togo. Mais cette année, on a amené des jeunes pour améliorer leurs capacités. Mais toujours nos ambitions, c'est de gagner. On est là pour gagner le Tour. Bon, notre ambition, c'est au moins de gagner le maillot jaune cette année. Parce que cette année, on est très motivé pour gagner cette Tour. Ouais. Les innovations, c'est qu'il y a deux, trois étapes de montagne et pour terminer, ce fameux critérium sur la marina où les gens pourront apprécier la beauté du paysage. Donc ça, c'est une chose. Ça, c'est l'innovation. Après, d'autres innovations, vous savez, chaque année, on nous demande quelles sont les innovations. Cette année, c'est le nombre de pays qui sont là et c'est très important. Ce n'est pas 5-6 pays, c'est 12 pays qui sont arrivés. C'est très important. C'est la fin de ce journal. Avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres développés ce soir. Moins de 24 heures après un attentat à la voiture piégée à Mogadiscio, la capitale somalienne a de nouveau été frappée par un kamikaze qui a attaqué un camp militaire.
En Gambie, près de 150 personnes ont marché pour demander justice, 17 ans après la mort de 14 personnes en 2000 sous l'autorité de l'ancien président Yahya Jammeh. Et enfin, en Afrique du Sud, le rapport qui aurait influencé le limogeage de l'ancien ministre des Finances serait douteux selon l'opposition. Une enquête est ouverte. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un nouveau journal Vox News. Bonne suite de programme sur Vox Africa.